Grâce au programme Rebondir après mon burn-out de Pourquoi pas moi, bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de 2 mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode. Les attentats ont aussi fait exploser l'armure qui protégeait en fait cet espace de grande douleur en moi et m'ont poussé à trouver plus de sens. Et d'un seul coup, tout ce que je faisais au quotidien, d'un seul coup, ça me paraissait complètement abscon. Je me disais, en fait, là, je vais écrire un papier qui va participer à vendre encore plus de parfums. Pourquoi, pour qui? Enfin, je n'arrivais plus du tout à trouver ma place, en fait, et donc j'ai démissionné. Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers, la fondatrice de Pourquoi pas moi. Pourquoi pas moi, c'est un podcast avec des témoignages sans coupe, des véritables coulisses de ceux qui ont osé écouter leur petite voix et qui ne le regrettent pas. C'est un bilan de compétences, nouvelle génération, trouver ma mission de vie et écouter ma petite voix, finançable à 100% avec votre CPF. C'est un livre, et si je changeais de métier, redonner du sens à son travail. C'est le TEDx, je n'ai plus peur du dimanche soir, et c'est une newsletter hebdomadaire. Pourquoi pas moi? L'invitation à écouter ta petite voix. Après des études d'art appliquées, puis des études d'anglais à la Sorbonne, Lily a commencé sa vie professionnelle en se créant de l'expérience, à travers une multitude de petits boulots, jusqu'au jour où une rencontre va la mener à travailler pour le prestigieux concept store parisien Colette. De vendeuse au bureau de presse, Lily va se faire un nom et devenir journaliste pour Vogue. Mais parce que Lily ne se sentait pas à sa place et se sentait vide de sens, elle s'est mise en route pour une nouvelle vie plus alignée avec qui elle est et ses aspirations. Aujourd'hui, Lily est auteure, blogueuse et une emblématique professeure de yoga et de méditation. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Lily Barbery-Coulon. Bonjour Lily. Hello! Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît? Alors j'ai choisi un ex-libris qui a été fait pour moi par une jeune artiste qui fait des ex-libris. Alors ces ex-libris, c'est les tampons qu'on peut mettre en fait sur un livre une fois qu'on l'a lu. Et elle les fait sur mesure et du coup ça me représente vraiment bien. Il y a un gros chat avec une toute petite maison qui est posée dessus. Et j'avais un chat vraiment obèse à l'époque où elle a dessiné cet objet pour moi. Et elle savait, je lui avais raconté que je vais régulièrement dans une maison dans les Cévennes, qui est une maison de cœur, même si elle m'appartient pas. Et je crois que dans ce gros chat en boule, il y a quelque chose qui me ressemble plutôt de quête de sécurité, de quelque chose de douillet, et la maison posée sur un socle qui est comme une espèce de montagne, puisque c'est le chat en fait qui porte la maison sur son dos, un peu comme un escargot. Euh, Cette maison qui devient juste l'extension de beaucoup de douceur et d'un animal réconfortant. Donc je sais pas si l'animal ou la maison me représente, mais en tout cas l'objet lié à la lecture et du coup forcément au fait d'écrire me représente bien. Est-ce que tu pourrais nous parler de où est-ce que tu as grandi? J'ai grandi à Orléans, je suis née à Orléans dans une ville du Loiret et voilà, je suis une fille de la ville. On allait pas mal en forêt le week-end parce que on est vraiment juste tout près de la Sologne et puis il y a plein de jolies forêts qui sont tout autour d'Orléans. Mais j'ai grandi vraiment en plein centre-ville, dans le bitume. Et quel type de petite fille tu étais? Euh, Ce qu'on m'a rapporté, c'est que on a toujours dit de moi que j'étais joyeuse, solaire. Je sais pas si c'est le cas de toutes les filles qui sont nées en août, Ah, mais je suis un bébé aussi. je suis née
voilà, en pleine canicule. Donc, je sais pas si ça a influencé mon existence, mais en tout cas, on a toujours dit de moi que j'étais plutôt, voilà, euh, que j'étais le soleil. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui m'a été beaucoup rapporté. Moi, comment je me suis perçue, j'ai eu l'impression que dans la famille dans laquelle j'étais, être le clown, c'était quand même assez important à la fois pour moi, pour résister aux choses qui étaient plus difficiles, mais aussi pour les autres. C'était aussi ce qu'on attendait de moi, que je sois rayonnante, solaire. Donc, je sais pas si c'était ce que j'étais véritablement, mais en tout cas, c'est la projection qui a été posée sur moi et c'est aussi là-dedans que j'ai continué enfin, c'est avec ça que j'ai raisonné. Et quand tu étais une petite fille, c'était quoi tes rêves pour plus tard? Euh, J'avais des rêves de devenir chanteuse parce que j'étais très fan de Madonna. Donc, je m'imaginais être sur une scène, avoir ses vêtements. Donc, voilà, il y avait plein de posters de chanteuses dans ma chambre. Je voulais aussi être dessinatrice de mode. C'est comme ça qu'on disait quand j'étais petite. Dessiner des vêtements et je passais beaucoup de temps en classe à dessiner des vêtements, à fabriquer des vêtements à mes poupées Barbie. Je récupérais tous les tissus qui étaient possibles pour pouvoir les habiller, mettre des élastiques à la taille pour faire des robes. Donc voilà, je m'imaginais travailler dans la mode ou j'avais envie de célébrité aussi. J'avais envie qu'on m'aime. Euh, et je m'imaginais que la célébrité, ça voulait dire que tout le monde t'aimait. Donc ça me faisait rêver. Euh, voilà. Et comment ça s'est passé pour toi, les études? Alors moi, je fais pas partie des gens qui avaient une vocation bien déterminée. J'ai commencé à me sentir très mal. J'ai eu une adolescence assez malheureuse, en tout cas vraiment des moments assez difficiles. Et je voyais que beaucoup d'élèves autour de moi, de copains, savaient qu'ils avaient envie de faire de la musique ou de l'architecture ou du théâtre. D'autres avaient envie d'étudier la philosophie. Moi, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Euh, du coup, j'étais plutôt bonne élève. J'ai pas énormément travaillé au lycée et c'était des années difficiles, donc euh, voilà, je me suis pas donné les moyens d'aller euh, vers des études plus prestigieuses, je dirais, mais alors que c'était sans doute ce qu'on attendait de moi, voilà. Mais je savais pas du tout en fait ce que je voulais faire. Je savais ce que je voulais pas faire. Donc du coup, je suis partie vivre en Irlande juste après mon bac. Euh, et j'ai fait une école d'art plastique là-bas. Enfin, d'art appliqué, d'art plastique. Il y avait beaucoup de choses manuelles. Ça me convenait bien parce que j'ai toujours beaucoup dessiné, beaucoup de choses, fait de choses avec mes mains. Puis surtout, c'était l'aventure de. Moi, je voulais partir de la maison le plus vite possible. Donc, je suis partie. J'avais même pas 18 ans en fait quand j'ai eu mon bac et je suis tout de suite partie vivre en Irlande. J'avais un amoureux là-bas et j'étais surtout focalisée là-dessus en fait, sur le fait de vivre une histoire avec mon Irlandais et d'échapper à la maison. Je voulais plus jamais retourner en fait au domicile familial. Pourquoi, si c'est pas Euh, indiscret? Pardon? Pourquoi tu voulais pas retourner chez toi si c'est pas indiscret? Bon, c'est pas que c'est indiscret, mais bon, j'ai l'impression d'avoir un peu raconté dans mon livre La Réconciliation, puis j'ai pas tellement envie d'en faire trop là-dessus, mais euh, les relations étaient très 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 tendues avec ma mère à ce moment-là, et moi j'ai perdu mon père, j'avais 13 ans. Mon frère, qui est plus grand que moi, avait déjà quitté la maison, donc on était en tête à tête, et c'était vraiment extrêmement compliqué. Mais par
par respect pour elle qui comprend pas toujours ce qu'on a pu lui reprocher. Euh, Tout le monde n'est pas équipé pour comprendre, pour se remettre en question. Euh, et voilà, j'ai pas envie trop de m'étaler là-dessus, mais disons que ça a été difficile. Euh, et du coup, donc, voilà, j'avais pas envie de revenir et j'ai adoré cette année de césure en Irlande. Qui rentrait pas du tout dans un cadre Erasmus puisque j'avais pas commencé la fac. Et quand je suis rentrée en France, du coup, j'avais vraiment acquis un bilinguisme, en tout cas oral. Et je me suis dit que c'était finalement assez facile d'entamer une fac d'anglais. Donc j'ai fait des études d'anglais, encore une fois, sans grande conviction. J'ai l'impression de pas avoir choisi beaucoup en fait ce que je faisais, mais c'était plutôt ça, je veux pas le faire. Euh, mais je pense que si je redemandais à la gamine de 18 ans que j'étais ou de 19 ans, qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire? Je pense que c'était pas des questions que je me posais. En fait, je m'autorisais pas à me poser ces questions-là. C'était plutôt, bon, qu'est-ce que je pourrais faire qui pourrait aller, voilà, j'ai fait des études d'anglais, à la Sorbonne, à Paris 3. Et alors ça, grande surprise, j'ai adoré étudier la littérature et l'histoire. Parce qu'on a beaucoup de cours de civilisation sur les États-Unis, l'Angleterre, l'Irlande. Pas tellement sur l'Écosse, je dois dire que je n'ai pas trop étudié l'Écosse, mais je me suis étonnée à travailler. J'avais jamais bossé et d'un seul coup, j'avais vraiment, alors que on disait que la fac c'est fait pour les gens très organisés, qu'il vaut mieux aller dans des prépas, etc. pour vraiment bosser. Ben j'ai énormément travaillé en fait. Je me suis découverte assez bosseuse alors que j'avais rien foutu au lycée. Aussi, je vivais seule, assez humblement parce que j'étais pas aidée et que je me débrouillais. Je faisais beaucoup de babysitting, j'avais des petits boulots à côté. J'ai toujours travaillé énormément. Même en Irlande, j'ai beaucoup travaillé et puis voilà, j'ai fait des études d'anglais et comme j'ai coupé vraiment longtemps les liens avec ma mère et que j'étais seule en fait à subvenir à mes besoins, c'était quand même pas simple de prolonger mes études trop longtemps et j'avais envie de bosser moi. J'avais envie de travailler, d'être dans la vie active. Alors j'ai fait plein de petits boulots, j'ai bossé à la Fnac, j'ai bossé chez Gap, j'ai bossé chez Claudie Pierlot, fait plein de boulots de vente qui me servent encore en fait à enfin en tout cas, je trouve que c'est super important de travailler à plein de niveaux différents parce que ça permet de vraiment être en lien avec les autres. Et puis j'ai rencontré vraiment beaucoup de jeunes étudiants. On était pas mal de jeunes chez Gap, par exemple. J'ai été étalagiste chez Gap, j'ai fait les vitrines. Enfin, je repassais surtout des chemises pour les installer bien sur des portants. Parmi les gens que j'ai rencontrés, il y avait un garçon que j'ai retrouvé par hasard chez Colette alors que je venais. C'était l'une de mes premières fois dans le magasin. Si c'est pas la première, c'était peut-être la deuxième. Mais j'ai l'impression, peut-être que j'embellis les choses, mais je crois que c'était la première fois que je rentrais dans cette boutique dont j'avais entendu parler à la fin des années 90. Et j'ai retrouvé un copain à moi qui s'appelle Guillaume, qui servait, et j'étais très étonnée parce qu'il était diplômé d'une école d'ingénieur. Et je me suis demandé ce qu'il faisait là à servir au restaurant qui s'appelait le Water Bar. Et il m'a dit ouais, c'est super. Écoute, je fais ça en attendant de trouver un vrai job, mais je suis trop content. Elle est hyper gentille, Colette, parce que les gens savent pas toujours, mais derrière la boutique Colette, il y avait une vraie Colette. Et il me l'a présentée et je me suis mise à travailler pour cette boutique. Et ça a été un vrai changement pour moi dans ma vie parce que j'ai passé 4 ans là-bas, d'années qui ont été, enfin c'est un vrai tourbillon quoi. J'ai appris tellement de choses. J'ai commencé comme vendeuse, mais assez rapidement on m'a proposé de commencer à travailler au bureau de presse. J'ai assisté Sarah Andelman, qui est directrice artistique absolument géniale.
curatrice d'exposition, dénicheuse, qui a un sens assez aiguisé, voilà, de l'époque, qui sent en fait ce qui va se passer toujours un peu avant les autres, extrêmement connectée. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi connecté voilà, qui reçoit des millions de mails par jour et qui arrive à les traiter. Et une énorme bosseuse. Et Colette comme Sarah, c'est des gens qui travaillaient, enfin qui m'ont appris à beaucoup travailler. Euh, et Colette, elle m'a appris beaucoup de choses en fait. Je sais pas si elle a conscience à quel point elle m'a marquée, mais elle m'a appris énormément à respecter tous les clients, toutes les journalistes, quel que soit leur titre, quelle que soit leur fonction. Ça, c'était quelque chose de très important pour elle. À m'intéresser à ce qui se passait dans la boutique, c'est-à-dire m'intéresser à chaque objet, chaque créateur, à être curieux en permanence. On a organisé, enfin j'ai participé à l'organisation de pas mal de fêtes, donc j'ai vu ce que ça voulait dire que des productions petites, grandes, moyennes. On a été amené à rencontrer énormément de journalistes du monde entier, en fait, à la fois beaucoup de Français, mais c'était un tel phénomène de société, ce magasin qui était rue Saint-Honoré, que ça a attiré beaucoup de reportages, donc de travailler avec des équipes japonaises, par exemple, de comprendre une culture qui est pas du tout la nôtre, de travailler avec ensuite une célébrité américaine. Donc ça, c'était très 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 enseignant pour moi et en même temps, je savais que c'était juste un temps dans ma vie parce que j'avais envie d'autre chose, mais je savais toujours pas quoi. Et j'avais cette espèce de truc permanent qui était, je fais ça sur le plan alimentaire, mais il y a un moment, je vais savoir ce que je veux. Mais c'était pas très clair. Donc j'ai fait du chant parallèlement à ce que je faisais là. J'ai fait une école de chant de jazz qui n'a rien donné. J'ai pas un grand talent de chanteuse, mais je sais juste chanter juste quand il faut. Euh, j'ai fait même voilà un peu de piano bar. J'ai écrit un spectacle, un seul en scène sur le milieu de la mode que je n'ai jamais finalement joué. Et j'étais la reine des projets qui t'en as et puis tu les mets pas au monde. Enfin, je les ai quand même faits, mais je suis pas allée au bout de ces projets-là. Donc Spontané. il y avait toujours de la frustration, je dirais. Tu vois. Et voilà. Et après, bah après Colette, il y a Et eu toi, Vogue. selon toi, c'était une forme d'auto-sabotage? C'est que t'avais pas assez confiance en toi? Hum, oui, j'avais peur à chaque fois d'être ridicule, peur du regard des autres, peur de pas être à ma place. De temps en temps, je pense que ces peurs, elles étaient, enfin, elles m'ont protégée. Enfin, parce qu'il y a des choses qui étaient sans doute ridicules et où je me serais vraiment bien plantée. Après, aujourd'hui, où j'ai connu des succès, mais aussi beaucoup d'échecs, je me rends compte que quand tu te plantes, t'apprends beaucoup. Donc, mais moi, j'étais terrorisée à l'idée d'être ridicule pendant longtemps. Donc, parce que j'avais peur de l'humiliation. J'avais beaucoup connu l'humiliation enfant et je ne voulais plus jamais aller dans ces espaces-là. Donc, du coup, j'étais en permanence et j'ai gardé ça d'une certaine manière à un degré différent, mais j'ai quand même ce truc qui peut être activé. Bon, personne n'a envie d'être humilié, ni publiquement, ni dans un cercle plus restreint. Mais j'ai quand même gardé ce mode défensif qui parfois me joue des tours parce qu'il m'empêche d'aller au bout d'un projet. Après, faire un seul en scène, c'est particulier, c'est pas, c'est, on se met vraiment aux yeux du grand public, enfin du grand public ou du public tout Oui, court. oui. Alors moi, j'ai un talent d'imitation et je fais beaucoup rire les gens. Ça, c'est. Tu parlais de comment on était perçu, comment j'étais perçue quand j'étais petite fille ou quel genre de petite fille j'étais. Je crois que j'ai toujours, voilà, fait ricaner autour de moi et je chope des trucs quand les gens parlent. Ça veut pas dire que je les imite comme les imitateurs qui font les mêmes voix et tout ça, mais assez rapidement, j'arrive à trouver, surtout chez les gens qui ont des tics, voilà, mais et moi, ça m'amusait beaucoup
quand tu regardes un milieu, mais je pourrais faire la même chose avec le yoga, hein, enfin le milieu du yoga, mais quand tu baignes dans un milieu, il y a des archétypes quand même qui reviennent. Et j'imagine que c'est la même chose dans la finance ou dans le marketing. Et ça m'amuse beaucoup en fait. Donc voilà, le spectacle que j'avais écrit, il était dans cet esprit-là. Mais je l'avais écrit, j'avais commencé à travailler avec une copine qui me faisait un peu bosser pour le mettre en scène, enfin, ne serait-ce que me permettre de le jouer un peu, mais quand même, j'étais très 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 loin du compte. Je me rendais pas bien compte, et c'est en me rendant compte d'ailleurs que je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Puis en fait, je me suis arrangée pour être tellement occupée par d'autres trucs que je l'ai pas fait. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup après Colette? Bah après Colette, j'ai travaillé pour Vogue. Là encore, c'était un peu un hasard. En fait, il y a une journaliste qui travaillait à Vogue qui était surprise que je quitte mon boulot d'attachée de presse. Alors, je suis pas passée de Colette à Vogue directement. J'ai travaillé pour un bureau de presse entre les deux. Mais justement, en fait, je continue à bosser dans la beauté. Et c'était le moment de l'émergence de toutes les petites marques qui venaient concurrencer en fait les grands. Faut imaginer que il y a pas si longtemps, il y avait les grands du luxe, Chanel, Dior, je sais pas, Estée Lauder, Lancaster, Helena Rubinstein, mais il y avait pas toutes ces petites marques émergentes qui montaient. Il y en avait un peu, mais souvent elles étaient vite rachetées par les grands groupes comme Kiehl's ou Nars qui a été racheté par Shiseido. Je me demande même si Nars n'a pas été lancé au sein de Shiseido. Enfin, en tout cas, du coup, il n'y avait pas énormément de concurrence, et puis ça a explosé au début des années 2000. Et du coup, moi, en ayant travaillé chez Colette et dans ce bureau de presse qui avait une expertise sur la beauté, euh, la journaliste de Vogue s'est dit que peut-être je pourrais avoir envie d'écrire sur ce que je connaissais bien, d'autant qu'ils étaient en quête à ce moment-là de nouvelles signatures. Et les journalistes savaient que j'écrivais les dossiers de presse qui leur étaient envoyés ou les communiqués de presse. J'avais écrit des catalogues de vente par correspondance. J'étais pas seule à le faire, mais voilà, il y avait pas mal de textes qui avaient intrigué ou attiré l'attention de journalistes qui s'étaient dit, ah mais qui est-ce qui a écrit ça et tout. Donc du coup, elle m'a proposé de rencontrer la rédactrice en chef beauté de l'époque, Sophie Mazot, et de lui proposer des sujets. Ce que j'ai fait, et ça a été une rencontre super forte parce que Sophie, on a des mamans de substitution, je trouve, ou des parents de substitution un peu toute la vie dans les boulots qu'on a, et ou peut-être parce que moi j'en ai cherché beaucoup, j'en ai trouvé. Et Sophie, elle a vraiment joué un rôle hyper important pour moi parce que elle adorait comment j'écrivais, elle me trouvait fraîche, drôle, donc ça m'a donné confiance. Ouais, ouais, ça m'a beaucoup encouragée. Mm. Comment tu t'es sentie en tant que journaliste? Bah d'abord, j'avais l'impression au début de pas du tout être à ma place parce que j'avais pas fait d'école de journalisme. Ce qui est amusant, c'est que finalement, j'avais pris un module en maîtrise en LCE d'anglais. J'avais pris un module sur la technique de l'interview parce que je préparais un mémoire que j'ai jamais validé parce que j'ai bossé chez Colette très vite sur l'immigration irlandaise à Londres, et donc il fallait que j'interviewe énormément de familles irlandaises, et donc j'avais décidé de prendre ce module-là. Ça m'a bien servi. Non, je sais pas. Bon, d'abord, c'était un peu compliqué pour les journalistes qui m'avaient connue en tant qu'attachée de presse de me voir débouler dans les lancements presse comme travaillant pour Vogue. Au début, elles se sont un peu demandé ce que je fichais là. Mais bon, assez rapidement, on a surtout tissé des liens très forts, en fait. Et en fait, faut imaginer que on évolue. Je sais pas comment c'est aujourd'hui, mais à l'époque, on évoluait quand même beaucoup ensemble. C'est-à-dire que il y a des voyages de presse organisés pour les journalistes beauté, des lancements presse où on est ensemble, on déjeune ensemble, on a des dîners professionnels. Donc en fait, c'est un petit milieu qui évolue où tout le monde se connaît. Donc comment je me sentais en tant que journaliste? Ben dans un milieu, apprendre des choses.
Et comme j'avais très peur de pas bien faire, de pas savoir bien faire, j'ai voulu me former à plein de choses pendant que j'étais à Vogue, et en particulier sur le parfum, parce que le premier article que Sophie Mazot m'a confié, c'était un article sur les parfums de la Saint-Valentin pour un numéro qui sortait en février 2003. Donc non 2004, et moi voilà, on était à l'automne 2003 lorsque j'ai commencé à travailler pour elle. Et ça a été vraiment je savais pas très bien comment faire, mais je connaissais beaucoup de parfumeurs que j'avais rencontrés du temps où j'étais chez Colette. Et du coup, j'ai investigué et j'ai trouvé une société de parfums, Givaudan, qui a bien voulu m'accueillir, grâce à un ami à moi, Pierre Bisseuil, qui a bien voulu m'accueillir pour m'apprendre à sentir. Donc pendant plusieurs mois, je crois 1 an et demi, je suis allée un mercredi sur deux sentir des parfums avec Jean Guichard, qui est un très grand parfumeur. Euh, et j'ai adoré ces sessions. Donc moi, le début de ces années-là, c'est des années de découverte, de joie, mais toujours avec l'idée que ça ne va pas durer parce que je vais quand même faire ce spectacle ou que je vais faire autre chose. Je sais pas quoi, mais voilà, c'est toujours dans l'idée que c'est un job alimentaire pour faire un autre truc après. Et à partir de quand, du coup, t'as découvert ce que c'était ce truc après? Est-ce que ton corps t'a parlé en te disant, là, Lily, c'est vraiment le moment, faut arrêter? Comment ça s'est passé? Euh, En fait, s'il y a des gens qui écoutent et qui ont la même sensation que celle que j'ai eue avant, en vérité, je crois qu'il n'y a pas de moment de révélation. Tu vois, en marketing, on dit, quand on va présenter un parfum, on dit qu'il va y avoir the reveal. C'est le moment où, en fait, on enlève le voile et on montre l'objet après avoir vraiment fait chauffer la salle sur le truc. Euh, Moi, j'ai plutôt procédé par, il y a un moment où ça n'est plus supportable de faire quelque chose qui n'est pas aligné avec soi. Et donc, du coup, ça se manifeste. Et on est obligé de sortir de là où on était. Donc, ça a commencé à Vogue, où j'ai commencé à m'ennuyer sérieusement. Et parce qu'il y avait une répétition. Moi, tant que j'apprends, en fait, tu m'apprendrais toute la journée à faire de la tuyauterie ou même de l'électricité. Si j'apprends, je suis contente. Mais si, une fois que je sais faire, j'ai besoin d'apprendre quelque chose de nouveau. Même si je sais pas parfaitement le faire, ça veut pas dire que je suis devenue experte, hein. Ouais, Mais c'est le côté multipotentiel qui fait que, du coup, t'es en soif permanente d'apprendre oui, et je dois être un peu zinzin avec ça parce que vraiment, c'est problématique. Dès que j'ai acquis un truc dans ma tête, ça y est, ça m'intéresse plus. J'ai besoin de faire autre chose, quoi. Euh, donc, du coup, une fois que j'avais appris à mieux écrire sur le parfum, que j'avais fait un sujet sur les solaires, un sujet sur le vieillissement de la peau, un sujet sur les capillaires, etc. Mais que c'est un secteur qui évolue quand même finalement à la fois vite et pas vite. C'est-à-dire que bon, à chaque année, tu as des sujets qui reviennent. Et en fait, ça commençait à m'ennuyer. Donc, j'ai eu ma fille en 2007. Et ça a quand même changé la donne parce que d'un seul coup, j'ai ressenti une urgence de me réaliser, comme beaucoup de femmes ou comme beaucoup de parents, tout simplement, face à un enfant. C'est-à-dire que quel genre d'adulte je vais être pour cet enfant? Est-ce que je peux incarner plus de joie? Euh, voilà un exemple de l'adulte qu'elle pourrait devenir un jour. Alors pas pour devenir comme moi, mais d'incarner une forme de liberté, les valeurs en fait que j'ai envie de lui transmettre. Et je voyais bien que c'était pas tout à fait le cas. Il y avait des choses qui m'allaient plus. Donc du coup, j'ai créé un blog qui s'appelait Ma récréation et qui était vraiment ce que ça disait, c'est-à-dire la récré. Au milieu de l'école où je devais rendre des articles, continuer à faire les choses parce que j'avais l'impression que c'était pas possible d'en sortir financièrement. Je pouvais pas quitter mon emploi comme ça. Donc voilà, il y avait ce désir de se créer en fait un truc à soi, une île à soi, un endroit où je pourrais m'exprimer exactement comme je veux.
Et les blogueuses en 2009, au moment où j'étais en train de penser à mon projet, elles étaient vraiment pas bien perçues par la presse écrite. Encore aujourd'hui, alors les blogueuses maintenant, il y a plus de blogueuses, c'est des influenceuses ou des créatrices de contenu. Mais je pense que le monde d'avant les perçoit encore comme des voleuses de place. Enfin, tu vois. Comme des opportunistes. Oui, et puis des gens non éduqués qui viendraient là. Enfin bon, il y avait quand même cette idée qui était très forte aujourd'hui. Je pense que ça a quand même changé, d'autant qu'il y a beaucoup de créatrices de contenu qui font du journalisme. Il y a plein de formats hybrides en fait dans les métiers qui sont proposés. Et puis il y a de moins en moins de journalistes de presse écrite parce qu'il y a moins de magazines aussi. Voilà, dans les féminins en tout cas, c'est juste flagrant. Donc du coup, j'en étais où déjà? Je me suis perdue. Tu disais que t'étais toujours pas à ta place et au moment de la naissance de ta fille. Ah oui. Et donc du coup, j'ai créé ce blog qui a été lancé en 2010 et qui s'appelait Ma Récréation et sur lequel je parlais à la fois de mes goûts, enfin de mon goût pour l'art de vivre. Donc il y avait une section, il y a toujours d'ailleurs une section voyage. Il y avait une section enfants où je parlais de tous les ateliers, toutes les choses qu'on peut faire avec ses enfants. Et ça correspondait bien aussi à mon âge de l'époque, c'est-à-dire voilà, en 2010, ma fille avait 3 ans et bah, il faut occuper les enfants à Paris, trouver des choses à faire avec eux qui correspondent à leur âge. Donc voilà, j'avais évidemment une section beauté, mais où finalement je parlais assez différemment de beauté que dans un magazine. Et puis beaucoup de food, beaucoup d'alimentation, de conseils de restaurants japonais, tout ça. Et en fait, il a eu pas mal de succès, un succès d'estime, mais lu par beaucoup de gens de mon milieu, de mon métier, et euh, et voilà. Et en fait, je me souviendrai toujours du moment où j'ai lancé. C'était le 3 novembre 2010, lorsque j'ai vraiment mis on pour le mettre en ligne. J'ai bossé pendant 1 an dessus, à construire mon chemin. T'as attendu qu'il y ait assez de contenu. Tu l'as pas lancé sans qu'il y ait du contenu. Non, je l'ai lancé. C'était déjà un petit livre en ligne, hein. D'accord. Je voulais que ce soit une espèce de petit guide. Si tu tapais, je sais pas, restaurant japonais, bah t'avais une liste entière. Il y avait mes confiseries préférées. Enfin, j'avais vraiment fait beaucoup de boulot en amont et j'avais été relue et corrigée par une amie journaliste qui s'appelait Martine Markovitz, qui était une femme extraordinaire, encore un mentor vraiment important pour moi, qui est morte depuis en 2013. Mais ça l'amusait follement que je fasse ça, mais qu'elle puisse relire, ça l'amusait vraiment beaucoup. Elle trouvait ça formidable. Elle était beaucoup plus âgée que moi et elle m'a, comme Sophie Mazot, elle m'a beaucoup encouragée, en disant oh là là, mais vas-y, fais, on s'en fiche. Bon, alors je l'ai fait, mais je l'ai fait quand même de manière un peu en douce parce que j'ai pas mis mon nom et j'ai pas dit ce que je faisais quand je l'ai lancé. C'était pas vraiment un blog parce qu'un blog c'était plutôt un récit personnel et là c'était comme un espèce de petit magazine en ligne plus personnel parce que je disais je, mais on savait pas qui j'étais. Il y avait juste l'idée que j'étais une Parisienne. Bon, en fait, dans mon milieu, tout le monde savait, mais voilà. Et puis, en fait, oui, j'avais même commandé une carte du ciel le soir du 3 novembre 2010 parce que j'avais la sensation que c'était un moment important qui allait changer ma vie. Et c'est le cas parce que il y a une journaliste un jour qui m'avait dit mais pourquoi tu fais ça? Enfin, quel est l'intérêt? Parce que je gagnais pas d'argent avec. J'avais pas du tout l'intention de mettre des pubs ou des partenariats. Enfin, de toute façon, on me les proposait pas, c'était trop petit hein, à cette époque-là. Mais je me disais, bah, je sais pas, mais je peux pas faire autrement en fait. J'ai vraiment trop envie d'avoir un projet personnel qui me fasse du bien, qui me plaise. Et donc ça a été super. Ça a été une grande respiration, une grande récréation. Et ça a changé la donne pour moi au point que l'ennui à Vogue est devenu vraiment... c'est-à-dire je passais d'une récré à retourner
dans un vêtement trop petit pour moi, trop serré. Du coup, j'ai commencé à me plaindre tout le temps auprès de mes managers, à dire tout le temps que on pourrait faire les choses différemment, que j'avais envie d'autre chose, que donc bon bah il y a un moment en fait quand tu te plains tout le temps, t'es entendu, hein. Donc j'ai fini par partir en rupture conventionnelle en 2011. Ça a été un moment très difficile pour moi parce que à la fois je pense que c'était vraiment nécessaire que ça s'arrête et c'était l'expression de mon désir caché, mais la façon dont ça s'est déroulé a été très violente pour moi. euh, Parce que j'avais pas imaginé que on puisse voilà, trouver quelqu'un super et puis du jour au lendemain le traiter vraiment comme la dernière des merdes, sans lui dire au revoir. Il y a personne à Vogue qui m'a dit au revoir à ce moment-là. Bon, après, il y a des gens que je connaissais à Vogue avant, avec lesquels évidemment j'ai renoué après, mais je dois dire que ça a été un moment quand même assez douloureux, parce que il y avait il- ça me semblait complètement injustifié. J'ai pas commis de faux, j'ai souhaité partir. Voilà, ça c'est fini. Mais très, à nouveau, très instructif parce que du coup, on se rend compte que voilà, on n'est pas le métier qu'on fait. Mm. Et si on s'identifie trop au métier, au titre, à la fonction, eh bien, on peut beaucoup en souffrir. Donc ça m'a donné beaucoup de liberté pour après. Et la Euh, position sociale aussi, souvent Ah oui, mais ça, c'était pas ce qui me gênait le plus parce que j'ai tout de suite retrouvé du travail. Tout le monde était ça, j'ai eu une chance folle. Je veux dire, quand les gens ont su que je quittais le magazine, j'ai eu plein de magazines qui m'ont proposé de bosser pour eux, mais plein, dont le M, qui venait d'être lancé, qui s'est lancé en septembre 2011, et j'ai commencé à travailler pour le M tout début 2012. Donc il y a quasiment pas eu d'arrêt en fait entre mon départ en novembre 2011 et puis le moment où je me suis mise à travailler. J'ai écrit pour l'Express, j'ai écrit pour Grazia, j'ai écrit pour plein de voilà, puis et puis surtout j'ai reçu beaucoup de reconnaissance, de enfin de main tendue. Ça, c'était aussi très satisfaisant de voir que au-delà du titre et justement de la fonction sociale, il y avait quand même bah j'avais bâti quelque chose. Voilà, on me considérait comme sérieuse, tout ça, donc voilà. Et donc je me suis mise à travailler pour le M jusqu'en 2016, et je dois dire que ça a été des années professionnellement sur le plan du journalisme extraordinaires, extraordinaires parce que j'ai eu la chance qu'on me fasse confiance, qu'on me permette de faire des choses que je rêvais de faire, des très grands sujets, de diriger des séries beauté en ayant les idées, en travaillant directement avec le photographe et la styliste de mode, euh, vraiment en pouvant, enfin, on m'a laissé la possibilité de concrétiser des choses que j'avais à l'intérieur, et ça faisait longtemps que je rêvais de les faire, et on me disait tout le temps avant dans le magazine précédent que c'était pas assez pointu, que c'est alors que au contraire quand elles se sont matérialisées à M, je savais que mon intuition elle avait été bonne, et j'en avais vraiment la démonstration, donc ça a été super, et puis travailler avec une équipe extrêmement intelligente, avec une éthique vraiment élevée, pas du tout les mêmes contraintes que dans la presse féminine. Donc vraiment, je me suis éclatée. Et puis j'ai rencontré des grandes pointures du journalisme, des grands reporters. Donc ça, bah, enfin, un apprentissage. Alors là, moi, j'ai été super contente. Par contre, quand on est dans un hebdo, on travaille comme un chien. Faut quand même le savoir. C'est gigantesque en fait la somme de travail, surtout que en fait pour remplir cette section du magazine qui est dédiée à l'art de vivre, enfin il faut en faire quoi du papier, donc ça s'enchaîne, et une fois qu'on a terminé une grande enquête, ben, on a déjà en fait trois autres enquêtes à rendre, et donc ça s'arrête jamais. Donc ça c'est quand même un rythme
Voilà, la rédactrice en chef, elle y est depuis le début du lancement de M et c'est costaud. Voilà, c'est des métiers qui sont costauds. Je pense même aux filles du L et aux gens qui sont dans des hebdos. C'est vraiment un rythme très 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 costaud, plus que dans un mensuel. Mais bon, voilà. Après, maintenant, les mensuels, ils ont Internet à gérer avec les quotidiennement, donc ben, ils connaissent aussi La frénésie de la quantité de contenu. voilà. Mais donc j'ai été très heureuse à M et puis en fin 2015, bon début 2015, il y a eu les attentats de Charlie Hebdo qui m'ont vraiment bouleversée. Peut-être parce que je connais bien Elsa Wolinski qui a perdu son père à cette occasion. Peut-être parce que je suis journaliste. Je le suis plus aujourd'hui, mais voilà, je me sens toujours identifiée à ce métier. J'avais très peur aussi. Enfin, j'ai eu très peur parce que du jour au lendemain, on a eu des entrées sécurisées. On pouvait plus entrer par. Enfin, c'est un cauchemar en fait de repenser à ça. Mais tout le monde l'a pas vécu comme moi. Moi, c'était vraiment, je me suis sentie en insécurité profonde et surtout, j'étais en état de choc. Pour moi, c'était comme le 11 septembre 2001. Plus rien ne serait jamais plus comme avant. Le monde que j'avais connu enfant disparaissait et ça s'est encore plus amplifié au moment du Bataclan en 2015. Euh, et je pensais évidemment aux victimes, mais au-delà des victimes, je n'arrêtais pas de penser à ces garçons qui avaient grandi à nos côtés, en Belgique ou en France, vraiment tout près de nous, parfois dans les mêmes écoles, qui n'étaient pas issus du même milieu que moi, mais finalement, moi, ma mère, elle est née en Algérie, elle est arrivée en France au moment de la guerre et elle a été relogée avec sa famille dans une cité à Bondy. Et donc, je me souviens très bien de ces ambiances, en fait, avec beaucoup de misère sociale, de misère culturelle, dans ces immeubles qui ont été laissés complètement à l'abandon, en fait, avec beaucoup de chômage, beaucoup de violence. Et donc, même si c'était pas mon histoire quotidienne, je pouvais imaginer ce que c'est que de grandir, voilà, dans ces espaces, mais tout près de nous, en fait, parce que par exemple, là, moi, j'ai la vue sur la place de Clichy, enfin, et donc à quelques kilomètres, on est en banlieue et puis même, il suffit même pas d'aller en banlieue, il suffit juste d'écarquiller ses yeux, de voir que la misère, elle est partout, voilà. Euh, L'idée qu'on puisse grandir en ayant tellement la haine qu'on ait envie à un moment de servir une idée, enfin meurtrière, terroriste, de détruire l'autre. Euh, et j'étais obsédée par ça. Je me disais, en fait, on a tous échoué. Enfin, c'est un échec total. Je n'arrêtais pas d'y penser et je n'arrêtais pas de me dire, mais la vie n'a aucun sens. Ça tournait en boucle et ça a duré longtemps, en fait, cette crise personnelle. J'arrêtais pas de pleurer, j'arrivais pas à me remettre. Et d'ailleurs, ma psy à l'époque, parce que j'étais retournée la voir, m'avait dit, mais je comprends pas. Enfin, il faut que vous creusiez. Enfin, pour quelle raison en fait ça vous met dans cet état-là? C'était venu résonner. Il y avait un endroit qui était touché et qui était comme une faille, tu vois, dans laquelle tu pouvais rentrer complètement. Et voilà. Et bon, maintenant je sais à quoi ça correspondait, mais c'est trop intime pour en parler. Et en tout cas, les attentats ont aussi fait exploser l'armure qui protégeait en fait cet espace de grande douleur en moi et m'ont poussé à trouver plus de sens. Et d'un seul coup, bah, tout ce que je faisais au quotidien, d'un seul coup, ça me paraissait complètement abscon. Je, je faisais, en fait, là, je vais écrire un papier qui va participer à vendre encore plus de parfums. Euh, Pourquoi, pour qui? Enfin, je n'arrivais plus du tout à trouver ma place, en fait. Et donc, j'ai démissionné.
J'ai démissionné en 2016 au printemps, sans avoir rien qui venait me soutenir. Hein. Je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Mon blog marchait quand même pas mal, mais j'en tirais pas d'argent. Enfin, je faisais pas d'argent avec ça. Et donc, j'ai présenté ma démission. Tout le monde était un peu surpris. Surtout que si tu donnais ta démission, t'avais pas de chômage. Non, et je ne voulais pas négocier un départ en licenciement. Je ne voulais aucune négociation, d'abord parce que j'avais vécu à Vogue ce que ça veut dire que d'essayer de négocier tout ça. Je ne voulais pas avoir à dire merci. Je ne voulais pas me sentir redevable. Et surtout, c'était mon choix. C'est moi qui voulais partir, donc je voyais pas pourquoi. Tout le monde me disait mais t'es folle. En fait, à ton âge, on négocie, on s'en va, machin. Non, j'ai voulu partir libre. Mm. Libre totalement et sans qu'on se dise mais elle est quand même gonflée parce que en fait nous ça se passait bien, on n'avait rien, donc non. Et puis j'aimais beaucoup cette équipe et j'avais pas envie d'entrer en conflit en fait avec eux, vraiment pas. Bon, euh, je- mon mari était quand même un peu plus enfin dubitatif parce que bon bah comment on allait faire quoi. Je venais juste d'acheter un appartement avec lui. Et on remboursait 50% chacun le crédit. Hein. Et même si, enfin, ça revenait autant que si on avait eu un loyer, c'était quand même, voilà, élevé. Mais moi, alors ça, quand je suis en grand danger financier, j'ai plein de trésors, de ressources il y a des gens, ça les sidère. Moi, au contraire, ça a tendance, si j'ai un peu faim, ça a tendance à me donner la niaque. Donc, j'ai bossé comme une tarée. J'ai vraiment contacté toutes les marques avec lesquelles je travaillais. Oh, désolée pour le petit bruit. Et puis, ouais, j'ai bossé comme une folle. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait énormément de rédaction conception pour des marques de luxe. Donc, bon, en fait, j'avais pas du tout changé, enfin résolu mon problème. J'avais toujours pas trouvé T'avais reporté le cadre. En fait, voilà, c'est donc ça n'avait aucun sens, mais je l'ai beaucoup fait. C'était lucratif, ça m'a sécurisé. Je pense que c'est important de se sentir en sécurité financière quand on est dans des périodes de changement. Et ça m'a rassurée au point de me dire, de toute façon, si tout va mal, il y aura toujours ça. Je sais écrire, donc je pourrais écrire. Et il me semble que c'est capital en fait de connaître nos compétences euh, pour dans des moments de doute se dire oui mais je sais faire ça. Donc voilà. Et je me le dis toujours encore aujourd'hui parce que ça me permet d'avoir la possibilité de tout changer en permanence, de me dire bah si jamais je claque la porte de ce que je fais aujourd'hui, si je ferme ma boîte, si jamais plus personne ne veut prendre de cours de yoga et de méditation avec moi, si plus personne ne s'intéresse à ce que je fais, si l'algorithme d'Instagram continue à m'invisibiliser au point de ne plus toucher une seule des personnes qui me suivent sur les 120 000, eh bien, c'est pas grave. Je sais faire des choses, je sais faire des gâteaux, je sais garder les enfants, je sais être drôle, je sais écrire et je me débrouillerai. Voilà. Et donc ça, c'était important. Donc de 2016 à 2018, financièrement, j'ai surtout, voilà, collaboré avec des marques. Mais j'ai commencé à organiser des choses entre mon blog et des marques, pas sur Instagram, pas pour vendre des produits, mais plutôt pour organiser des événements un peu, des expériences un peu uniques. Et parallèlement, j'ai découvert une pratique de yoga dont j'avais jamais entendu parler. Euh, Peut-être que si j'avais entendu parler, Alicia Keys, elle en avait un peu parlé de ce yoga-là. J'avais dû voir un reportage et je m'étais dit, oh, ça a l'air quand même un peu bizarre son truc. C'était un reportage à Los Angeles. Dans un lieu avec plein de filles tout en blanc, en turbané, bon. Et puis j'ai une copine qui a insisté pour m'emmener dans ce cours qu'elle trouvait super. Et donc j'y suis allée et effectivement ça a eu un effet très positif sur moi. Et ça faisait longtemps que je m'étais pas sentie en sécurité, enfin voilà, comme ça quoi. Donc j'y suis allée un peu et puis très rapidement j'y suis allée 4 à 5 fois par semaine.
Bah, c'était dingue en fait à quel point j'ai adoré et donc il y avait deux profs que je suivais à fond et du coup je suis partie en retraite avec l'une d'entre elles et puis après j'ai fait plein d'autres retraites même dans d'autres types de yoga, vinyasa, hatha, tout ça. Et puis arrive le moment, mais en fait, ce que je raconte est très classique en fait. Enfin, chez les gens qui aiment le yoga, c'est que on fait des stages et puis encore un stage et puis encore un stage, puis arrive le moment où on se dit bah si je me formais, c'est plutôt une espèce de forme de progression quoi. Donc en 2018, je me suis formée pendant un an à l'enseignement du Kundalini Yoga. Et à la fin de l'année 2018, j'ai commencé à l'enseigner, mais plutôt pas par conviction, mais en me disant, ben ça me fait plaisir, donc je vais le faire peut-être une fois comme ça. Mais j'avais bien conscience que le modèle économique n'était pas suffisamment solide pour pouvoir l'enseigner à plein temps. Mais surtout, c'était pas, enfin, voilà, encore une fois, je savais pas ce que je voulais faire, mais par contre, je ne me posais plus des questions sur ma place en 2018, parce que le blog me donnait beaucoup de plaisir. J'étais lue, c'était partagé, voilà, j'avais une communauté avec laquelle j'avais beaucoup de plaisir à échanger, et parallèlement, ces cours de yoga me réjouissaient. Et tous les événements que je créais, j'ai lancé un livre en 2018 sur le petit déjeuner. Donc ça m'a aussi emmené dans d'autres aventures. Puis un autre en 2019 sur le récit qui m'a permis de devenir prof de yoga, voilà, qui s'appelle la réconciliation. Donc tout ça a fait que j'ai arrêté de me poser des questions sur est-ce que je suis bien à ma place, est-ce que ça a du sens. Et voilà. Et aujourd'hui, bah les choses continuent à bouger encore. Comment tu écoutes ton intuition? Corporellement. Euh, Comme je fais beaucoup de méditation, j'ai une conscience assez aiguisée de ce qui se manifeste dans mon corps. Donc en général, quand il y a quelque chose qui se crispe physiquement, moi dans le ventre en particulier, c'est que c'est pas trop le bon endroit. Et puis après, il y a l'intuition mélangée à la logique, hein, c'est-à-dire que si d'un seul coup c'est pas fluide, qu'il y a plein de d'obstacles. Bah, je me dis souvent, tiens, c'est peut-être pas trop pour moi, quoi. Mais ça, c'est de la logique de base, c'est pas intuitif. Mais j'essaie d'être attentive quand même quand ça veut pas, à pas trop forcer le chemin. Comment tu célèbres tes réussites? Hum, je sais pas trop. Il peut m'arriver pour marquer un événement. D'aller chez les Rollinger à Cancale, aux maisons de Bricourt et en particulier à la ferme du Vent. Ça m'est arrivé plusieurs fois de me dire bah ça je vais y aller pour vraiment marquer ce truc-là, mais sinon je suis pas trop du genre à célébrer mes succès. Non. C'est quoi d'ailleurs pour toi la réussite? Alors si on retire les succès professionnels, c'est-à-dire le fait de d'avoir rencontré un public lorsqu'on propose quelque chose ou une audience, pour moi, la réussite dans la vie, c'est d'être authentique, de d'être à un endroit où on se ment pas, euh, et dans cet endroit de vérité, se sentir en joie. Et un Mais exemple. bon, des fois, dans l'authenticité, on peut être très triste et c'est ok aussi. Enfin, voilà, ça fait partie du jeu, hein. Quand on est authentique, on va pas être en joie tout le temps, mais de trouver en tout cas des zones où ce qu'on fait est en lien avec notre vérité profonde. C'est quoi pour toi un échec? Ben, c'est une zone d'apprentissage, mais c'est quand même un moment qui est inconfortable quand on fait quelque chose et que ça
ça marche pas comme ce à quoi on s'attendait, c'est quand même toujours un peu difficile à vivre. À quel moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi? Oh, plein de fois, plein de fois, je dirais que je continue à me le répéter en fait quotidiennement quand j'ai des zones de doute. Donc je me dis bah pourquoi pas oui, pourquoi pas moi? Pourquoi ça fonctionnerait pas pour moi? Allez, on y va quoi. Aujourd'hui, ça t'arrive encore souvent d'avoir des zones de doute? Mais quotidiennement. Quotidiennement. Non, moi je doute énormément euh, de ma valeur, de ce que je propose, de mes compétences, et il y a tout un jeu dans ma tête où je viens m'auto-réconforter parce que de toute façon, il y a personne qui peut le faire pour nous. C'est-à-dire qu'on peut recevoir tous les compliments, tous les succès, etc. Lorsqu'on doute, hein, il y a personne qui pourra. Quelqu'un qui se trouve moche, par exemple, vous pourrez lui dire sur tous les tons qu'elle est sublime, elle ne l'entendra pas. C'est un puits sans fond. Donc, il y a que nous qui pouvons faire ce chemin de réparation. Et évidemment, la confiance en soi, l'estime de soi, la valeur qu'on s'accorde, c'est des choses qui se construisent dans la petite enfance, mais qui grandissent aussi à mesure que on a été rassuré, réconforté par justement des moments de grande joie, de succès. Et quand il y a des répétitions en fait d'échecs ou de situations difficiles qui nous mettent en péril, ben, on va développer plein de stratégies pour ne plus jamais revivre ça et donc se priver potentiellement de prendre le risque d'aller dans une zone qu'on connaît pas. Or, c'est à chaque fois qu'on va là où on sait pas trop qu'on a la possibilité de se déployer encore. Sinon, on reste dans une petite boîte un peu serrée. Mais bon, tout ça, c'est facile à dire sur le plan pratique. Enfin, je veux dire théorique, mais dans la pratique, c'est hyper difficile à. Mais pour moi aussi, hein, je veux dire. Tous les jours, là, je me lance des nouveaux défis et j'ai peur. J'ai peur. Je sais pas si ça va marcher. Euh, voilà. Qu'est-ce que tu penses que la petite Lily de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui? Moi, je pense qu'elle dirait oh, c'est super. Je pense qu'elle en reviendrait pas. Elle serait contente. Elle serait contente pour moi. Mais euh, il y a plein de thérapies actuelles qui permettent d'entrer en contact avec l'enfant qu'on était. C'est un travail que j'ai jamais cessé de faire parce que j'ai été amenée à consulter dès l'âge de 16 ans, vraiment dans un état d'urgence assez important. Donc voilà, j'ai 47 ans, ça fait 31 ans que je travaille là-dessus. Donc on discute, elle et moi, alors pas de manière, enfin c'est symbolique, hein. J'ai pas un personnage sur mon épaule qui serait la petite Lily de 6 ans. Non, je suis pas tarée, mais non, j'essaye de rester connectée à l'enfant que j'ai été, de ne pas oublier son besoin de joie, de curiosité, de danser, de se marrer. Ouais, ouais. On dit que quand dans la vie, on fait des choix, il y a des renoncements. C'est quoi pour toi les renoncements? Alors ça, oui, vraiment, clairement, j'y crois à fond. Je ne veux pas tout. Euh, Et je crois vraiment que quand on veut tout avoir, il y a des zones où on va être déçu. Euh, Là, par exemple, j'étais sur le point de lancer un très gros projet au mois de novembre, mais vraiment un projet énorme sur lequel j'ai travaillé pendant 9 mois, mais qui me demandait de basculer dans beaucoup d'opérationnels. Donc, pour ceux qui comprennent pas trop l'entreprise et qui sont salariés, mais qui sont pas dans ces sujets-là. L'opérationnel, c'est vraiment la mise en exécution d'une idée et ça va passer par vraiment, je sais pas, appeler une usine, trouver un logisticien, etc., etc. Bon. Et
Et puis, ça me demandait aussi de grandir beaucoup d'un coup, c'est-à-dire d'embaucher plein de gens. Moi, j'ai juste une personne avec moi dans mon équipe. On forme un duo et j'adore cette petite équipe. Après, j'ai plein de freelances qui travaillent avec moi, mais vraiment, en masse salariale, on n'est que deux, quoi. Donc, voilà, c'est vite du... Et là, ça voulait dire qu'il allait falloir vraiment grandir d'un coup. Et j'avais très envie de faire de lancer ce projet. Ça comportait des grands risques financiers aussi, hein. Euh, j'ai interviewé plein d'entrepreneurs autour de moi sur le sujet, des gens qui réussissent vraiment bien. Et je leur ai demandé s'ils étaient heureux dans leur vie, pas dans leur vie professionnelle, mais heureux dans leur vie. Et bah certains m'ont répondu que oui, et je leur ai demandé ce qui les rendait vraiment heureux. Et je me suis rendu compte que ça n'était pas du tout ce que moi, enfin là où siégeait mon bonheur, quoi. Je, ce qui est de plus important pour moi, c'est la liberté. Alors pas ma liberté individuelle, hein, mais euh, ma liberté d'agir. J'ai besoin d'agilité, j'ai besoin de pouvoir. Regarde, dans ce que je t'ai raconté, j'ai changé plein de fois de vie professionnelle et je changerai à nouveau de vie professionnelle. D'abord, je pourrais pas enseigner le yoga et la méditation toute ma vie, j'imagine, parce qu'il y a un moment, en fait, on a moins de possibilités physiques, un peu comme les athlètes, tout ça. Et puis, je me connais. Il y a un moment, je vais avoir envie d'autre chose. Et déjà, je mets plus d'énergie dans ma newsletter que j'écris aujourd'hui que de temps que je délivre, enfin, que je dédie à mes cours de yoga, puisque j'en donne que 2 par semaine. Donc, il y a déjà, en fait, un mouvement qui s'est créé. Et donc, il y a un des entrepreneurs à qui j'ai parlé qui me dit, c'est génial, en fait, de lancer un projet comme celui sur lequel t'es sur le point de faire, mais ça veut dire que tu vas vivre en montagne russe en permanence et que tu vas sans arrêt, en fait, le challenge, c'est comme un jeu de stratégique. Tu vas devoir, en fait, éteindre des incendies avec des petits seaux d'eau. Et donc, comme tu pourras pas éteindre l'incendie d'un coup, c'est où est-ce que je mets mon seau d'eau? Hop, je le mets là. J'ai 10 jours de plus. Hop, je le mets là. J'ai 3 semaines de plus, etc. Mais cauchemar. C'est-à-dire que ce qu'il m'a raconté, c'est tout ce que j'ai pas du tout envie de vivre, quoi. Et il m'a dit, mais après, d'un seul coup, t'as un camion citerne qui arrive, et là, t'as plein d'eau qui coule, c'est génial, et t'es tranquille, mais t'es toujours sur des braises. Et donc, à tout moment, ça peut... bon. Alors évidemment, on peut imaginer comme l'eau, comme de l'argent par rapport à, voilà, à tous les problèmes qu'il faut régler en permanence dans une entreprise comme celle que je m'apprêtais à lancer. Et bah, j'ai renoncé. Et alors pourtant, comme ça faisait 9 mois que je travaillais dessus, ça faisait 9 mois que j'en parlais, que j'étais vraiment très avancée. Donc il y a plein de gens qui me disent alors, il en est où ton projet? Quand est-ce que ça se lance? Bah pour le moment, non. Le projet, il est beau, il est canon, mais moi, en fait, j'ai pas du tout envie d'être dans l'opérationnel. Et j'ai pas non plus envie d'être dans le management. Je suis nulle en management. J'essaye d'apprendre et de faire mieux et de mieux communiquer, mais Géraldine qui bosse avec moi et que j'adore, il faut qu'elle décrypte tout le temps ce qui se passe dans mon cerveau. J'ai beaucoup de mal à l'exprimer clairement parce que je vais très très vite. Et du coup, euh, il y a des fois, j'ai l'impression d'avoir dit toute la phrase alors que j'ai dit 3 mots. Donc c'est non, le faire avec 15 personnes ou non, pas du tout. Donc je serai pas, voilà, je renonce à l'idée que je serais cet entrepreneur comme il y en a qui sont sur les réseaux sociaux, etc. Où j'ai des copines qui dont c'est le cas et je les admire pour ce qu'elles savent faire, mais moi c'est pas la même chose que je sais faire. Et moi j'ai pas envie d'être grande absolument. Et je trouve ça super de l'avoir compris, de me dire bah en fait non. Mm. Je vais rester à taille humaine, ça va rester bon. Donc voilà. Merci pour ce partage. De quoi t'es la plus fière aujourd'hui? Oh, je suis très fière de la relation que j'ai avec ma famille, avec mon mari, avec ma fille. Pour moi, c'est ce qui me rend le plus fière aujourd'hui, c'est que notre trio, on s'entende bien, qu'on ait du plaisir à être ensemble. Euh... Ah ouais, j'adore ça. Par rapport à ce que j'ai vécu moi et à la relation que j'ai eue en famille.
c'est inimaginable. Mais je pense que c'était ma plus grande ambition dans ma vie, hein. C'était de pas foirer ce truc-là. Après, bon, ça veut pas dire, ça fait pas de moi une bonne mère, hein. Je veux dire, je, forcément, je fais mal à plein de moments. Il y a des choses où je suis bien intentionnée, puis ça, c'est à côté, etc. Mais qu'on s'entende bien et qu'on ait du plaisir à être ensemble, même si, bon, bah voilà, il y a un gap générationnel qui fait que, voilà, je pense que ma fille me trouve par moments ringarde et vieille. Et alors, elle aime pas quand je dis ça, mais bon, bref. En tout cas, on a énormément de plaisir à être ensemble. Et hier, on a eu une crise de fou rire, mais je me dis c'est génial parce que pendant quelques secondes, je peux avoir 16 ans en fait, comme elle, où elle voulait faire un truc, me sauter dans les bras, un peu comme dans Dirty Dancing, où vous attrapez l'autre, quoi. Et donc moi j'étais en peignoir de bain, je lui dis ouais alors je suis pas trop prête, mais donc du coup faut vraiment, je plie mes quadriceps et je dis vraiment je plie mes genoux pour être vraiment en force et tout. Et je dis donc t'écartes bien les jambes pour que je puisse t'attraper. Et en fait elle a pas du tout fait ce qu'elle devait faire. Moi j'étais prête. Elle est venue s'écraser sur mon pied. Du coup, j'ai hurlé. J'ai mis ma tête en arrière. Elle a remonté sa tête. Elle a failli me casser le nez. Et on a tellement ri. Mais on pleurait de rire. On a mis un long moment à se relever, quoi. On était toutes les deux au sol. Et elle pleurait de rire. Elle était là, j'ai mal au ventre et tout. Et ça, en fait, je me dis, ben voilà, c'est ça ma plus grande réussite, c'est qu'on arrive à se marrer comme ça et que d'un seul coup, on est juste deux humaines. Il y a même plus de mère-fille, il y a juste un grand éclat de rire. Donc ça, oui, ça c'est ce qui me rend fière de pouvoir, enfin fière, je sais pas, mais joyeuse en tout cas. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir et que tu aimerais du coup donner aujourd'hui? Euh, Non, moi j'ai l'impression que les conseils ils servent à rien. Il y a que l'expérience en fait qui permet vraiment. On m'en donne plein encore aujourd'hui et a posteriori je me dis ah oui c'est vrai ils avaient raison, mais souvent je fais quand même la connerie en pensant que je sais mieux que l'autre. Donc non j'ai pas de conseils à donner. Je pense que c'est important en tout cas de l'expérience elle nous enseigne en permanence et quand on vit les mêmes expériences à répétition et que on n'en tire pas d'enseignement, là, en revanche, je pense qu'il y a un truc à creuser. Mm. Et quand on a besoin d'aide, de demander de l'aide, ça, je pense que c'est super important. Voilà, c'est peut-être le seul conseil, de demander de l'aide quand on en a besoin. Et le meilleur conseil qu'on t'ait donné, celui qui t'a marqué, même si tu l'as pas écouté tout de suite. On... Je sais pas, ça me vient pas comme ça. On- Mais de faire attention à la partie de nous qui cherche à plaire aux autres, ça, il me semble que c'est important comme conseil parce que on n'a pas du tout envie de déplaire aux autres. C'est normal qu'on ait envie d'être accepté, mais si on est trop attentif à ce que pensent les autres, de toute façon, on va être déçu parce que il n'y a pas les autres qui pensent la même chose de manière unique. Donc moi, par exemple, il y a des gens qui me détestent mais vraiment qui me connaissent pas et qui me détestent. On sait tout le problème de l'exposition et d'être un personnage public, même si ma notoriété elle est toute petite, hein, elle est microscopique. Je me prends pas pour une célébrité, mais cette notoriété-là quand même elle existe et du coup on devient un vecteur de projection. On voit bien dans un, je sais pas, si on imagine chez le coiffeur des gens qui ouvrent un magazine et qui vont dire alors elle, je peux pas me la saquer. Et enfin, on l'a jamais rencontrée de sa vie. Et donc il y a des fois, enfin juste à travers un mot, une phrase, une attitude, les gens vont s'imaginer que on est, j'en sais rien, d'une manière ou d'une autre. Donc, on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est impossible. Et même parmi son cercle proche, je veux dire, il suffit de regarder les opinions politiques de nos amis, elles sont pas linéaires. Donc, on n'est pas tous d'accord, voilà, de ce qu'on voit autour de nous. Donc, renoncer à plaire à tous, c'est vraiment important parce que il y a un seul endroit où on doit être attentif,
c'est justement cette voix intérieure qui nous dit, mais c'est là que je me sens bien, c'est là, 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 donc m'emmène pas ailleurs, s'il te plaît. C'est quoi tes prochains défis? Mes prochains défis, c'est je veux vraiment continuer à améliorer la qualité de ma plateforme en ligne de cours de yoga et de méditation, que ce soit de plus en plus fluide, que les élèves soient contentes et contents de l'utiliser, qu'ils se sentent encouragés à le faire. Pour ne pas les saouler, je ne leur envoie jamais de newsletter aux abonnés et je garde, c'est dans ma newsletter où ils ont le choix d'être abonnés ou pas. C'est là que je partage beaucoup de choses, mais en fait, je me rends compte qu'on a beaucoup besoin de motivation quand même, surtout en ligne. Donc j'essaye de réfléchir. Donc ça c'est l'un des défis, c'est comment ne pas saouler l'autre, mais en même temps lui donner envie d'utiliser cet outil parce que quand on l'utilise, ne serait-ce qu'une fois par semaine ou 2 fois par semaine, c'est juste le jour et la nuit. De faire une séance d'1 heure ou une séance d'une demi-heure 2 fois par semaine, ça change tout, quoi. Donc, euh, je regardais hier parce que je suis en train de classer les vidéos et on est en train de faire un gros travail de Marie Kondoisation avec Géraldine. Et pour moi, voilà, c'est réussir à mieux communiquer là-dessus parce que évidemment, lorsqu'il s'agit de faire la promotion des choses qui me concernent, eh ben, je suis nulle là-dessus. Donc ça, c'est le premier défi. Et le second, c'est la monétisation de ma newsletter. Euh, voilà, j'ai commencé à en parler un peu, mais je vais proposer un abonnement dans peu de temps, en fait, à mes abonnés actuels pour continuer à lire l'intégralité de la newsletter, et ceux qui ne souhaiteront pas auront une version un petit peu plus courte parce que je passe beaucoup de temps en fait à la faire, et je peux pas me permettre en fait de continuer à le faire gratuitement parce que sinon j'envoie un message que je vaux rien, en fait, que ce que je fais ça vaut rien, et je peux pas, pour moi s'il y a un truc qui est pas juste. Mmh. Si quelqu'un est dans sa zone de confort, mais qui n'est pas confortable, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Tu veux dire que financièrement c'est pas confortable, mais que c'est une personne qui est enfin là où il se sent bien, c'est ça? Non, il est justement, alors ça peut soit être ça, soit quelqu'un qui est financièrement c'est ok, mais il se sent pas à sa place comme toi à l'époque. Euh, Bah, moi, j'ai été très choquée par des gens qui sont des gourous ou des experts de la motivation ou du développement personnel qui conseillent de foncer dans le mur et de dire bah quitte tout, on n'a qu'une vie, tu peux tout faire, tout est possible. Je crois pas du tout à ça. Non, tout n'est pas possible. Je suis désolée, mais c'est une réalité. Mais c'est vraiment un truc qui est très prégnant, hein, que ce soit bon, c'est très américain, c'est You Can Do It, le truc de Nike. Mais je vois même Miss France là quand elle a été choisie en 2023. Elle a tout de suite dit voilà, je suis la preuve que tout est possible. Non, en fait, non. On est issu d'un milieu social, d'une éducation. Il y a des gens qui nous tendent la main, même si on vient parfois d'un milieu plus défavorisé et qu'on a réussi. Ben, c'est souvent, en fait, ces destinées-là, comme Oprah, etc., sont des destinées qui sont très inspirantes, mais qui sont souvent exceptionnelles. Et pour une Oprah, combien on va avoir de personnes noires et discriminées aux États-Unis? Qui ont grandi dans des conditions aussi atroces qu'elle, parce que c'était très difficile pour elle, qui ne vont pas réussir et qui, malgré tout, ont fait tous les efforts, les mêmes efforts qu'elle. Donc, je crois qu'il y a des facteurs de chance qui sont importants à prendre en compte. Et puis, il y a aussi euh, de pas minimiser, en fait, voilà, la chance qu'on a d'avoir à un moment quelqu'un qui joue le rôle de mentor, par exemple, et qui croit en vous. Parce que si les parents l'ont pas fait, eh ben, il va falloir qu'il y ait ce relais à l'école ou bien à un autre endroit, même si c'est dans le lycée le plus pourri qui soit, mais quelqu'un qui pose un regard bienveillant sur vous. Et si vous n'avez pas reçu ça, bah,
c'est beaucoup plus difficile. Ensuite, moi, j'ai eu la chance d'avoir des profs qui me trouvaient super et qui du coup me l'ont fait sentir. Donc ça a réparé des zones où je me sentais pas suffisamment à l'aise. Donc quand on entend il faut tout quitter, se réinventer et qu'il y a une démultiplication en fait, et j'en ai fait partie avec le livre La Réconciliation, de récits qui racontent une transformation de vie. Euh, on n'entend que les histoires qui ont le plus de succès, mais on n'entend pas aussi. Et alors là, moi, je pourrais en parler longuement. Euh, dans les écoles de naturopathie, dans les formations de yoga, etc., parce que c'est les milieux que j'ai fréquentés, tous ceux qui galèrent financièrement, qui ne gagnent pas du tout d'argent et qui, à un moment, sont obligés de reprendre un travail, voilà, donc qui leur plaît moins, mais pour équilibrer la donne. Euh, alors, comment est-ce qu'on fait lorsque on sent qu'on n'est pas au bon endroit et que on peut pas tout quitter financièrement parce qu'on a des responsabilités vis-à-vis d'une famille, vis-à-vis d'un crédit, etc. Bien sûr, on peut apprendre à faire avec un peu moins. Et si c'est possible, parce que quelqu'un qui gagne le SMIC à Paris et qui a un enfant à charge, il pourra pas faire avec un peu moins parce que déjà c'est la zone rouge en permanence. Mais si on a un salaire très confortable et que peut-être de regarder est-ce qu'on pourrait faire un tout petit peu moins à cet endroit pour mettre un peu de sous de côté pour le projet qui nous tient à cœur. Et puis sans parler d'argent, euh, on a l'impression qu'on n'a jamais le temps de rien, mais il y a quand même des espaces de temps qui sont donnés, par exemple, aux réseaux sociaux parce qu'on a passé trop longtemps en fait en boucle sur Instagram, TikTok ou que sais-je, où on a donné trop de temps à Netflix en regardant une série non-stop. Donc, est-ce qu'on pourrait prendre du temps, qui est tout aussi précieux que de l'argent, et le dédier à quelque chose qu'on aime vraiment? Parce que plus on va faire cette chose qu'on aime, plus on va être mis sur une voie d'abord d'épanouissement personnel, mais qui va forcément nous mener à trouver des solutions. Et je l'ai vu, mais des tonnes de fois. Et d'ailleurs, moi, c'est l'exemple même. Je savais pas ce que j'allais faire, mais je me suis mise à faire ce yoga sans penser que j'allais l'enseigner. Mais j'y suis allée une fois par semaine, puis deux fois, puis trois fois, puis à un moment, en fait, ça a pris le dessus. Et finalement, les solutions économiques, elles sont venues à moi parce que l'énergie, elle était vraiment dans cet espace-là. Et je pense que plus on dédie de temps et d'énergie à quelque chose qu'on aime vraiment, plus ça se déploie. Mais ça n'est pas vrai dans tous les cas et, euh, et du coup, je pense qu'il faut pas faire marcher juste une partie de soi, mais aussi sa logique. Et de se dire bon bah là, je peux pas démissionner là tout de suite. Il faut que je sois prudent. Il faut d'abord que je sécurise voilà tel truc. C'est amusant que tu dis ça parce que hier soir j'ai reçu un vocal d'une personne qui est une copine et qui me dit écoute je suis beaucoup telle personne sur les réseaux sociaux en ce moment qui est une espèce de gourou en effet du développement personnel qui dit qu'il faut tout quitter, qu'on peut tous avoir la vie de nos rêves et compagnie. Et elle me dit qu'est-ce que t'en penses? Et je lui disais moi je partage ton avis sur le fait que euh, en fait, c'est pas du tout un bon conseil de dire à tout le monde quittez votre job, on s'en fiche, tout va bien se passer parce que c'est pas vrai. Mais ce que je pense qui est très important, c'est que les gens apprennent à se connaître, savoir ce qui est important pour eux et que du coup ils puissent choisir. En fait, c'est se dire OK, je suis dans ce job qui est un job alimentaire, je choisis de rester parce que ça va me servir à faire tel projet, à pouvoir être heureux dans telle activité connexe. Mais c'est un choix et on arrête de subir. En fait, je pense que tout change à partir du moment où tu passes dans la posture du choix et plus dans le fait de subir ce job qui te pèse au quotidien. Oui, je suis complètement d'accord avec toi et je crois aussi que il y a beaucoup de fantasmes autour du succès et de la réussite. Euh, il y aurait un travail qui nous épanouirait totalement. Euh, il y a des activités qui peuvent nous rendre effectivement plus heureux que d'autres, mais de toute façon, euh, il va y avoir des choses difficiles. Je veux dire, moi, j'aime ce que je fais, mais voilà, cet après-midi, je vais devoir me taper de la compta. Là, on a un gros souci de bug qu'on est en train de résoudre. Bon, bah, on n'avait pas du tout prévu de mettre du temps là-dessus.
je dois mettre des vidéos en ligne, je préfère les tournages, je préfère les rencontres au moment où on fait les montages. Donc c'est pas je pense qu'on se trompe dans la définition que l'on donne collectivement au succès. Euh, les succès, ils sont très variables. Un jour, ça peut être juste, je sais pas, si vous avez un enfant qui a très peur de l'eau et qui réussit à aller à la piscine pour la première fois, bah, ça va être son succès à lui, mais c'est aussi le vôtre par procuration. Vous êtes tellement content et du coup, ça vous réjouit et, 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 et peut-être que vous avez réussi à lui donner confiance, et c'était ça la mission en fait qu'on devait mener. Puis un autre jour, et ben c'est dans le travail où moi je suis nulle en tableau Excel et j'adorerais savoir m'en servir correctement parce que c'est un outil pour la data qui est quand même assez génial. Et là du coup je paye quelqu'un à l'extérieur pour me créer des outils d'analyse de data. Et ben lui, je l'écoutais hier, ce mec, il est passionnant et il adore ce qu'il fait. Et moi, en fait, bah, ça me réjouit de voir quelqu'un. Euh, et je vois, il est comme avec un Rubik's Cube, en fait. Bon, bah moi, je suis nulle en Rubik's Cube. Hein, je sais pas du tout résoudre cette équation. Mais c'est ça le succès, en fait, c'est d'être à un moment tellement excité par ce qu'on fait, tellement content qu'on arrive à le transmettre et qu'en fait, il avait tellement de joie. Moi, je suis arrivée avec mon problème que j'ai raccroché. Je me suis dit, tous mes problèmes sont résolus, c'est magnifique. Et c'était mieux que d'aller chez le psy. Donc, du coup, voilà, on, on valorise tellement les autres comme étant différents de nous sur les réseaux sociaux, dans les médias. Et pourtant, on s'en doute quand même que d'être très connu, très riche, d'avoir une très grande maison, etc. Ça garantit pas, enfin, d'avoir la santé mentale. Enfin, il y a tellement de témoignages aujourd'hui qui nous permettent de le voir, même chez des entrepreneurs qui racontent à quel point, au moment où ils étaient au pic de leur succès extérieur, ils vivaient des choses très compliquées. Donc, pour moi, c'est vraiment de se méfier de ça et de se dire, bah, peut-être que dans ma vie de tous les jours, bon, évidemment, si on déteste son travail, c'est plus compliqué, mais est-ce que je peux retrouver un peu de joie? Par exemple, si j'adore faire des gâteaux, bah peut-être que il faut que je trouve un tout petit peu plus de temps pour en faire un supplémentaire. Ou je me souviens de quelqu'un qui m'avait posé cette question un jour dans une conférence et puis euh, je sais plus, je lui avais dit mais qu'est-ce que t'aimes vraiment? Et cette personne m'avait dit bah justement je sais pas. Et là je la comprends très bien parce que c'est horrible quand on n'a pas une passion particulière. Je l'ai vécu, je te l'ai raconté pendant le podcast, de pas savoir en fait. Ben moi je sais pas quel est mon truc quoi. J'ai pas de zone à moi. Ok, mais on va faire moins grand parce qu'en fait souvent on s'imagine qu'il faut qu'il y ait un métier et un succès potentiel reliés. Mais qu'est-ce qui te donne de la joie au quotidien? Et souvent, je fais faire ces listes-là en retraite de yoga à mes élèves de qu'est-ce qui nous donne de la joie. Et en fait, au début, on est un peu timide en faisant la liste et puis d'un seul coup, elle s'allonge, elle s'allonge, elle s'allonge. Et on se rend compte qu'il y a plein de petites choses comme, je sais pas, de regarder les oiseaux, de bon. Et elle finit par arriver à. En fait, moi, j'ai une passion pour les séries. Elle le dit de manière un peu honteuse, comme si c'était quelque chose. Et je lui dis, ouais, et tu t'en recommandes? Elle me dit, bah oui, bah du coup, les gens m'appellent en me disant telle série, machin. Et je lui disais, et tu pourrais pas créer un podcast, je sais pas, n'importe quoi, mais qui te permette de raconter ou un compte TikTok, j'en sais rien aujourd'hui, enfin, sur pourquoi c'est ta série préférée, etc. Et alors l'idée de se montrer, c'était pas possible pour elle, mais je lui dis bah peut-être de l'écrire ou de parce que et là d'un seul coup j'ai vu son visage s'éclairer quoi. Ah en fait ma joie à moi je pourrais la transmettre et pour moi c'est une clé hyper importante. Qu'est-ce qui fait battre nos cœurs à un moment? Eh ben si on est vraiment attentif à ça on va pouvoir le transmettre et c'est comme
le relais. Je suis désolée, il y a des petits travaux là qui viennent de démarrer. Mm. C'est le relais olympique en fait. C'est vraiment ah, vas-y, tiens, bah du coup j'ai eu tellement de voix que je te le donne à ton tour. Mm. C'est exactement ça. C'est quand on a trouvé sa raison d'être, ça permet c'est notre flamme à nous qui éclaire les autres. Mais la raison d'être, tu vois, c'est très fort comme expression et c'est presque mission de vie. Et moi, je pense qu'il faut mettre le curseur plus bas, c'est-à-dire dans les petites choses de rien du tout, mais où on sait qu'à chaque fois, on sent qu'il y a quelque chose qui scintille à l'intérieur de nous, quoi. Donc voilà. Est-ce que tu as un conseil de lecture à partager avec nous? Tu veux dire en règle générale? Oui. Un livre qui t'a particulièrement touché ou le livre qui te... Oui, bah moi de toute façon, je me suis pas remise de la claque que j'ai reçue en lisant Triste Tigre. Pourtant, j'ai lu il y a déjà plusieurs mois, mais il y a rien qui est arrivé à surpasser pour le moment pour moi la portée métamorphique de ce livre sur le lecteur. C'est magistral, magistral, magistral. J'ai pas d'autres mots. C'est un texte qui est tellement important. Pas simplement sur le plan sociétal par rapport aux violences faites aux enfants et aux violences sexuelles et à la pédocriminalité, mais c'est un texte qui interroge la naissance de la barbarie. Qu'est-ce qui nous sépare en permanence du mal, puisqu'il réside en chacun de nous? Qu'est-ce qui fait qu'on peut rester sur cette corde comme des funambules, comme elle le dit si bien, et rester en fait aligné avec la conscience de l'autre et notre capacité d'empathie. Et pour moi, c'est ce qui manque le plus aujourd'hui. C'est, c'est un texte qui ne concerne absolument pas que les victimes de pédocriminalité ou que les gens qui s'intéresseraient à ces sujets-là. C'est vraiment pas le cas. C'est une intelligence qui est tellement folle, qui est tellement grande que elle rend le cerveau plus grand, elle pousse les cloisons, elle nous amène vraiment à réfléchir le monde et l'humanité autrement. Je la trouve incroyable et bon, j'ai lu plein d'autres trucs depuis, mais il y a rien qui arrive qui a réussi à me laisser une telle empreinte depuis. Super, merci. Pour toutes les personnes qui voudraient en savoir plus du coup sur toi, ils peuvent aller sur lilybarbery.com Oui. pour pouvoir suivre tes cours de yoga. Alors, c'est un peu compliqué. J'ai une plateforme télé qui s'appelle lilybarbery.tv où il y a tous mes cours de yoga. Sur lilybarbery.com, il y a tous les textes en fait que j'écris qui sont toujours cette mine d'adresses voilà que je partage. Après, bien sûr, il y a mon compte Instagram où je partage beaucoup de choses. Et si on veut s'inscrire à ma newsletter, c'est soit sous mon profil Instagram où il y a un lien, soit sur lilybarbery.com, pareil, il y a un lien. Super. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte? Merci à la vie. Elle est pleine de surprises, vraiment. Moi, j'ai l'impression que si le hasard existe, en tout cas, il me fait des sacrés cadeaux. Merci beaucoup Lily. Un grand merci pour ce partage et puis pour toutes les personnes qui veulent te suivre, rendez-vous sur Instagram pour suivre la suite de tes aventures. Merci. Et si toi aussi tu as envie de découvrir ta raison d'être, comme mon invité du jour, je serai ravie de t'accompagner avec le bilan de compétences nouvelle génération. Pour en savoir plus, tu as le lien dans les notes de l'épisode. Tu aimes le podcast Pourquoi pas moi ? Abonne-toi sur ta plateforme d'écoute préférée et mets 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Pour moi, c'est énorme. Et pour continuer à suivre les aventures de mon invité et plus de conseils pour écouter ta petite voix, inscris-toi à la newsletter et suis Pourquoi pas moi sur Instagram. Une fois encore, je te mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Et évidemment, n'oublie pas d'en parler autour de toi et surtout de ne jamais oublier de te dire « Pourquoi pas moi ?»